Je vais d'abord remercier Éléonore Revel, notre secrétaire départementale de Loire-Atlantique, pour sa présence, et surtout notre invité d'honneur, Jean Messia, que je pense la plupart d'entre vous connaissent. Il a été le coordinateur du projet présidentiel de Marine, et c'était des ambassadeurs de la refondation du Front National. Mais enfin, je suppose que la plupart d'entre vous le connaissent quand même. Bon, avant de passer la parole à nos invités, je voudrais faire un petit tour de l'actualité politique à Saint-Nazaire et dans sa région. Ouais. Tout d'abord, dimanche prochain, j'espère que vous allez tous mobiliser pour une grande manifestation à Plouermel au sujet de Touche pas ma croix. Je crois que ça fait partie de notre culture, que l'on soit chrétien ou pas. Pour moi, excusez, je ne suis pas très pratiquant, mais j'estime que c'est quand même, ça fait quand même partie de notre patrimoine. Donc je serai présent avec de nombreux. 3 voitures partiront de Saint-Nazaire, elles ne sont pas encore complètement pleines, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Au mois de décembre, certains d'entre vous doivent se souvenir, je passe au tribunal. Le 12 décembre, donc toujours suite à la plainte de l'association musulmane de Saint-Nazaire. Notre ami Frédéric Pichon, mon avocat, sera là. Je compte sur vous, nous étions 30 au mois de juillet. Si nous pouvons être en 30 encore 50, oui. Puisque la LDH s'est jointe à la plainte que l'association musulmane a portée contre moi. Donc je pense qu'ils seront un peu plus nombreux que la dernière fois. C'est pas très nombreux les musulmans la dernière fois d'ailleurs. Mais bon. Donc pensez-y pour ceux qui peuvent se rendre libres ce jour-là. Bon, toujours à Saint-Nazaire, on va un peu parler de la mise en examen de Christophe Cotta. C'est l'adjoint PS qui a traité notre ami Gauthier d'asillon. Donc on suit ça de très près. Monsieur Cotta ne devrait pas tarder à être convoqué devant le tribunal de Paris. On a fait exprès d'envoyer à Paris, ça lui fera ça fera un petit peu voyager. Donc comme c'est une attaque sur Internet, on avait le droit de choisir le lieu où on voulait que ça passe. Donc, ça passera à Paris. Gauthier, on se fera plaisir d'accompagner Gauthier peut-être sur place. Donc certains d'entre vous sont au courant, nous avons engagé une nouvelle plainte, cette fois-ci contre le maire de Saint-Nazaire, monsieur, pour ne pas le nommer, notre ami monsieur Samzin. Pour certains qui ne connaissent pas les faits, Gauthier Bouchet, contrairement à moi, a toujours tendance à serrer la main de notre cher maire, ouvert à tous, l'homme qui aime bien le vivre ensemble. Donc Gauthier a voulu lui serrer la main à l'entrée du conseil municipal il y a 3 semaines. Et le maire a refusé de lui serrer la main en disant « jamais un fasciste ». Donc j'ai demandé à Gauthier de lui faire répéter les termes en plein conseil municipal. Il a réitéré les termes. Donc aussitôt nous sommes présentés au commissariat de Saint-Nazaire. Et donc la plainte a été reçue et devrait, logiquement, bon, on vous tiendra au courant des suites. Mais je pense que nous aurons j'espère 2 personnes mises en examen au sein de la municipalité nazérienne. Bon, je suis chargé par contre de vous annoncer une nouvelle un peu moins agréable. Certains d'entre vous connaissaient Philippe Chrétien, un de nos militants de Saint-Joachim, un très ancien militant du Front National qui a beaucoup travaillé pour le Front National. Bon, il est décédé le 20 décembre. Nous rendrons... Le 20 novembre, oui. Donc, nous ferons quelque chose, il y a un article, un communiqué de presse sur son décès. Et écoutez, certains d'entre nous assisteront à ces funérailles, ce sera au crématorium de Saint-Nazaire. Bon, je vais vous parler un peu de finances. Bon, agréable. Bon, comme vous le savez, ce matin, la Société Générale demande à ce que le Front National clôture ses comptes dans cette banque. Comme le faisait remarquer Jean Messia ce matin, il se posait la question, qu'est-ce que vous disiez ce matin, de quel droit une banque peut-elle demander à un client de fermer ses comptes en banque? Bon, Jean posait la question ce matin, je pense que personne ne l'a. Dieu sait que j'étais dans la merde en plus, je ne vais jamais demander ça. Mais nous avons des relations très particulières avec les banques. Je vais vous parler par exemple de Saint-Nazaire,
J'ai ouvert un compte pour Gauthier, comme il était candidat au... La Société Générale. Comment? À la Société. Ah non, 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 à la Caisse d'Épargne. J'ai ouvert donc un compte pour lui à la Caisse d'Épargne en tant que candidat. Pas eu trop de problèmes pour ouvrir le compte, ça a tardé, mais c'est fait. Maintenant, beaucoup de problèmes pour le fermer par contre. Donc ça fait 3 semaines que j'aurais demandé de fermer un compte, et ils viennent de le fermer. Bon, je ne vais pas être plus long, vous savez que je ne suis pas un grand bavard. Je vais passer la parole à Éléonore, qui va peut-être vous parler de la fédération. Ensuite, Gauthier vous fera une présentation, je pense, de Jean, et nous laisserons beaucoup de temps à Jean pour s'exprimer. Merci. Bon, bah, merci Jean-Claude. Je voudrais quand même remercier Jean-Claude et puis Gauthier et puis Stéphanie qui n'est donc malheureusement pas là, pour tout le travail qu'ils font à Saint-Nazaire. Et c'est vrai qu'on suit toujours avec intérêt ce qui se passe dans cette circonscription qui ne manque pas de vie et d'animation. Donc je vais vous parler assez rapidement puisqu'on est quand même venu pour écouter Jean. Donc je ne volerai pas la vedette ce soir. Vous parler un petit peu de la fédération. Donc on a repris des événements nationaux, avec des cadres nationaux, des événements de fédération. On avait samedi dernier Jordan Bardella, qui est un jeune porte-parole du Front National, qui est aussi élu conseiller régional d'Île-de-France, qui est venu nous parler de la refondation. Ça a été un moment très agréable, on était une petite cinquantaine. Et nous avons pu aborder le thème de la refondation avec ensuite des questions-réponses de la part des militants qui ont pu avoir les réponses. Et ça a été vraiment un moment convivial qui a relancé un petit peu, je pense, une dynamique. Et donc la Fédération de Loire-Atlantique va vous proposer régulièrement ce genre d'événement. Donc on vous invite bien évidemment à venir jusqu'à Nantes. C'est pas si loin que ça. Donc on sera très heureux de vous accueillir. Et il y a le prochain événement qui sera notre dîner de Noël. Donc on va faire quelque chose d'un peu festif à la permanence. Et on aura comme invité Gilles Pénel. Voilà, qui viendra nous parler. On n'a pas encore fixé de quoi, mais enfin il y a plein de sujets intéressants à traiter. Donc n'hésitez pas, alors il va falloir s'inscrire. Donc il faudra s'inscrire et n'hésitez pas à faire du covoiturage. Je pense que vous mettrez ça en place pour venir jusqu'à nous. Tu as une date? Oui, c'est le vendredi 15 décembre à 19h30. Vous allez recevoir l'invitation dans les prochains jours. Bien évidemment, comment? Par courrier ou par mail? Non, par mail, parce que les courriers, ça coûte vraiment cher. Donc, on privilégie le mail et les SMS. Oui, puisque voilà, on n'a pas les moyens d'envoyer 1000 courriers pour ce déjeuner. Donc, par ailleurs, je pense que vous avez vu que j'ai nommé Arnaud Drigné comme adjoint. On a entamé une tournée des circonscriptions. Donc, on fait le tour des circonscriptions de la fédération pour aller à la rencontre de nos militants, répondre à leurs questions, les rencontrer. Et puis, notre objectif, on est déjà sur les municipales, c'est de trouver un petit peu des responsables de ville dans les villes qui seraient prenables ou qui seraient éventuellement, on pourrait entrer au conseil municipal. Donc, vous voir aussi, et puis pour préparer tout ça. Sinon, sur un plan politique, je reviens rapidement sur les dernières élections du département, donc, qui ont été les sénatoriales au mois de septembre. Donc, on a doublé notre score. Donc, c'est quand même très encourageant. Le combat continue puisque les Français nous attendent toujours. On avait axé notre campagne des sénatoriales sur la défense de nos communes qui sont mises en danger aujourd'hui. Et donc, on voit que notre discours est entendu puisque nos grands électeurs se sont portés assez fortement sur notre... de manière en tout cas... d'une manière qui augmente sur le Front National, ce qui montre que nos idées sont toujours d'actualité. Marine Le Pen est toujours dans les sondages, est toujours au même plan que lors des présidentielles. Donc ne croyez pas les médias qui veulent nous faire croire qu'il n'y a plus de Front National et qu'on nous oublie. Non, on est bien présent et le combat continue.
En Loire-Atlantique, il va continuer principalement sur toutes les questions d'insécurité et puis sur l'accueil des migrants, puisque si vous suivez un petit peu ce qui se passe, on a un accueil de migrants jeunes, mineurs, qui arrivent en masse. On a fait x5, les chiffres ont vraiment augmenté et le département se retrouve en danger financier. Donc on va vraiment être très présent sur ces sujets-là, sans oublier bien évidemment l'emploi. Avec STX, on connaît tous la problématique ici. Voilà, donc on est présent et le combat continue pour la France et les Français. Voilà. Merci Éléonore pour cette introduction de mobilisation, de remotivation au service d'un combat qui, tu l'as dit, ne s'est jamais vraiment arrêté, puisque même si les médias veulent nous enfermer dans des polémiques sans intérêt, le Front National et Marine Le Pen sont mobilisés pour faire gagner nos idées en 2022, bien sûr, mais aux échéances qui arriveront après, dès les élections européennes de 2019. C'est la raison pour laquelle nous avons fait venir aujourd'hui un des ambassadeurs de cette refondation de notre mouvement, qui est Jean Messia, que vous avez connu durant la campagne présidentielle en tant que coordinateur du projet présidentiel de Marine Le Pen. L'armature des 144 engagements thématiques de Marine, c'était notamment et principalement Jean Messia. Nous lui devons cette rénovation de notre programme, le fait que notre projet est devenu un projet vraiment d'un parti de gouvernement, et cela va continuer, quoi qu'en disent les médias, avec cette refondation dont Jean est depuis quelques jours l'un des ambassadeurs, l'un des 18 ambassadeurs du Front National au service de la rénovation de notre mouvement. Faire évoluer notre mouvement pour qu'il soit plus, plus compétitif, qu'il soit plus au fait de l'actualité, plus performant et plus désiré par les Français, que les Français lui donnent davantage de suffrages encore. Après notre record historique des 11 millions de voix au niveau national. Cela, Jean va nous y aider en tant que spécialiste de beaucoup de questions, des questions économiques, de questions de souveraineté, questions de politique étrangère, questions de défense. On nous expliquait depuis des années qu'au Front National, il n'y avait pas de spécialistes. Et en fait, au Front National, nous générons, parce que nous rassemblons des Français de tous horizons, nous générons nos élites à nous, mais qui sont des élites en contact avec le peuple, qui ne sont pas des élites hors sol, qui ne sont pas des élites bureaucratisées, technocratisées, qui ne sont pas les élites de Bruxelles, qui sont les élites de la France. Et Jean Messia, au sein du Front National, fait partie de ces élites qui, encore il y a quelques jours, Jean me l'expliquait tout à l'heure, a préparé Marine Le Pen lorsqu'elle est passée au grand jury RTL sur des questions pointues, économiques. Jean nous aide, avec d'autres personnes au Front National que vous apprendrez à découvrir dans les mois à venir, nous aide à perfectionner notre programme sur l'économie et toutes les grandes questions. Ceci étant, sur l'économie, Jean vous l'expliquera peut-être, et mieux que moi certainement, ne nous laissons pas enfermer sur la seule question monétaire. Même si c'est très important naturellement, il y a d'autres questions, il y a d'autres défis pour la France. Nous le vivons tous les jours dans nos quartiers par certains phénomènes d'insécurité, certains phénomènes de communautarisme. Nous voyons bien que la France change. Alors que la France change, il est urgent de ne pas s'enfermer uniquement sur la question de l'euro, même si c'est important. Et notre refondation du Front National et le congrès qui suivra au mois de mars nous aidera à fixer un nouveau projet qui, je le crois, marchera sur ces deux jambes, qui seront celles d'une souveraineté légitime et d'une identité légitime, l'une fonctionnant réciproquement pour l'autre. Voilà, Jean le précisera peut-être dans quelques minutes. Chers amis, je suis très heureux, aux côtés de Jean-Claude, de Stéphanie qui n'est pas présente, et d'Éléonore et d'Arnaud, d'accueillir aujourd'hui Jean Messia, qui
va vous présenter eh bien, quels seront les grands axes de cette refondation, quels sont nos espoirs futurs, pas simplement nos espoirs électoraux, mais la manière dont on va présenter notre programme plus positivement et qu'il rassemblera encore plus de Français. Les médias ont enterré le Front National beaucoup trop tôt, ils l'ont fait plusieurs fois déjà dans le passé, et on a vu à chaque fois que le Front National remontait la pente. On a vu Marine Le Pen se qualifier au second tour en 2017, elle se requalifiera au second tour en 2022 et elle gagnera la bataille de 2022 avec des personnes comme Jean Messia à qui je cède la parole. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cet accueil, pour cette invitation. Je suis très honoré, très heureux d'être parmi vous ce soir. Alors, c'est vrai qu'on nous a enterrés, mais on ne savait pas que nous étions des graines. Quand on enterre une graine, qu'est-ce que ça fait? Ça repousse. Ça repousse. Donc moi je suis ici ce soir pour vous donner évidemment l'état des lieux de la réflexion sur la refondation. Comme le rappelait Gauthier il y a un instant, il y a 18 ambassadeurs qui ont été nommés. L'exercice formel de ces ambassadeurs va commencer le 1er décembre. Nous avons une réunion demain au siège. Marine m'a demandé de coordonner le travail sur le fond de ces 18 ambassadeurs, sachant que sur la forme, c'est-à-dire sur l'organisation, les divisions de fédérations à visiter par les uns et par les autres, c'est plutôt Jean-Là Lacapelle qui s'en occupe. Et puis moi, je suis chargé de coordonner le fond, c'est-à-dire de faire en sorte que les idées, les suggestions, tout le fruit de ces déplacements des 18 ambassadeurs eh bien, puisse être pris en compte de manière opérationnelle pour l'intégrer à l'exercice de la refondation, à la fois des statuts, mais également de la ligne stratégique. Alors vous savez, la refondation, quand on parle de refondation, c'est un exercice qui est double. C'est-à-dire que c'est un exercice qui est à la fois rétrospectif, donc analyser ce qui s'est passé, notamment la séquence électorale de 2017, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis en faire un exercice prospectif, c'est-à-dire intégrer les leçons qu'on tire de ces analyses du passé et de la séquence électorale pour pouvoir adapter à la fois notre stratégie et notre organisation. Tout d'abord, il faut bien garder à l'esprit que nous sommes à un mouvement exorbitant du droit commun. Nous ne sommes pas un mouvement comme les autres. Nous ne sommes pas un mouvement comme les autres parce que nous sommes un mouvement qui est animé non pas par une rationalité, mais par un sentiment. Le sentiment, c'est le sentiment d'amour de la France. Et ça, c'est quelque chose qui vient du cœur. Alors, évidemment, c'est pas antithétique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler les grands sujets, qu'il ne faut pas avoir de projet, mais je pense que nous en avons eu un, nous l'avons beaucoup travaillé, avec beaucoup de spécialistes. J'étais moi-même porte-parole des Horaces, qui regroupe à peu près 150 hauts fonctionnaires, cadres supérieurs du public et du privé, qui ont appuyé la candidature de Marine Le Pen pour l'élection de 2017, et qui nous ont beaucoup aidés dans l'élaboration du projet présidentiel. Donc tout ça est très bon, mais je vais vous dire quelque chose. Quelle que soit la qualité du projet que nous allons présenter aux Français, soyez sûrs que nous aurons les médias et le système contre nous. Il faut faire cet exercice, il nous faut présenter un exercice sérieux, mais le sérieux ne se jaugera pas à la réaction des médias. C'est-à-dire si notre projet est archi sérieux, vous n'aurez jamais les médias qui viendront vous dire « Ah, bravo, vous avez fait là un gros effort, c'est vraiment très performant. Enfin, un programme de gouvernement crédible, rationnel, qui va permettre de dire jamais on n'aura droit à ça, jamais, quelle que soit la qualité de notre projet. » Et donc, ce qui fait notre force par rapport aux autres mouvements, c'est notre supplément d'âme. C'est ce que le philosophe Bergson appelait le supplément d'âme. C'est qu'un sentiment vient du cœur, il parle au cœur. Un sentiment, chers amis, et notamment le sentiment patriotique et notre amour de la France,
est capable de sublimer notre projet présidentiel et notre ambition nationale pour ce pays. Et donc, il y a quelque chose contre laquelle les médias ne pourront jamais se battre. C'est notre façon de parler à la France, de la France. Parce que l'essentiel se dit avec le cœur, et c'est au cœur des Français qu'il faut parler. Il faut que lorsque un patriote parle de la France, ses concitoyens en face de lui sentent la chair de poule les traverser, le frisson les traverser. Et contre ce frisson, aucun matraquage médiatique et aucune force financière ne sera capable de les ébranler dans leurs convictions patriotiques et in fine dans le bulletin de vote qu'ils vont déposer dans l'urne. Donc, il faut que nous jouions sur notre spécificité, notre unicité dans le monde politique. Pourquoi les autres partis n'intéressent plus personne? Pourquoi c'est le Front National, et d'ailleurs au grand étonnement des médias et des autres partis du système, pourquoi lorsqu'une personnalité du Front National est invitée quelque part sur une télé, dans un événement local, pourquoi ça crée l'actualité? Parce que tout le monde a compris, et le système le premier, que nous sommes différents des autres, que nous avons établi un canal de communication avec les Français via le cœur qu'aucun autre mouvement n'est capable d'établir. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Alors, pour pouvoir jouer pleinement là-dessus, ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Il nous faut d'abord démontrer notre compétence. Et donc, il nous faut avoir une stratégie qui soit crédible. Or, on a bien vu, c'est la première partie de mon propos, puisqu'il y a dans toute refondation l'aspect stratégique et puis ensuite l'aspect, je dirais, organisationnel. Au cours de la dernière campagne, nos 144 propositions, et Gauthier l'a rappelé tout à l'heure, étaient assez exhaustives. C'était 144 propositions thématiques qui couvraient l'ensemble des spectres programmatiques d'un projet présidentiel. On y parlait d'écologie, on y parlait de politique étrangère, on y parlait du sociétal, de la famille, de la fiscalité, de la défense, bref, de l'ensemble des outils qui sont à disposition d'un gouvernement élu. Mais bizarrement, et peut-être parce que certaines personnes qui ne sont plus des nôtres aujourd'hui ont agi en ce sens, le débat présidentiel s'est trouvé étonnamment focalisé non seulement sur la notion de souveraineté, mais singulièrement sur la notion de souveraineté économique et encore plus singulièrement sur la notion de souveraineté monétaire, rendant évidemment le débat, je dirais, particulièrement technique. Or, en fait, le fait de nous avoir, d'abord, on avait des gens chez nous qui contribuaient à ça, et puis de l'autre côté, les médias et le système avaient intérêt à nous entraîner là-dessus, et voilà comment nous nous sommes laissés enfermer comme des mouches sur du papier tue-mouche. Parce que on ne s'invente pas spécialiste des questions monétaires, il se trouve, mais c'est le plus grand des hasards, que moi-même j'ai consacré 25 ans de ma vie à l'économie et aux questions monétaires. Donc j'ai quelques aisances pour pouvoir en parler. Mais je dois être un cas unique au Front National. Et d'ailleurs, si le débat s'était trouvé focalisé sur les questions culturelles, ben, j'aurais pas pu parler et puis j'aurais laissé parler d'autres. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est qu'une fois qu'on a un projet présidentiel, et contrairement à ce que tout le monde dit, la priorité, c'est pas d'avoir raison. La priorité, c'est pas de savoir si monétairement, nous avons raison de sortir de la zone euro. Je vais vous dire quelque chose qui va vous bouleverser ce soir, mais la priorité, c'est de prendre le pouvoir. Parce que si on veut avoir raison, Asselineau a raison, il fait 1%. Il connaît les textes européens par cœur. Et nul mieux que lui peut vous expliquer la problématique monétaire. Il fait 1%. Donc si le but, c'est de réussir un concours de maître de conférence pour rentrer dans une université et asséner des cours d'économie monétaire, pas de problème. Là, on peut faire ça. Mais le but, c'est d'avoir politiquement raison.
Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut pouvoir, excusez-moi de cette déformation professionnelle, mais la politique c'est comme un marché. Il y a une offre politique, il y a une demande politique, et il y a un prix qui est le vote. L'offre politique émane des partis et des programmes des partis. La demande politique, c'est celle des citoyens. Et quand on corrobore l'offre et la demande comme sur n'importe quel marché, sauf que là, ce n'est pas un prix marchand, c'est le bulletin de vote. Mais pour que notre offre politique ait une quelconque chance de rencontrer une demande politique, encore faut-il aller voir ce qu'est la demande politique. C'est très simple, hein, ça n'a rien de technique. Vous sortez dans la rue, vous arrêtez n'importe quelle personne qui marche dans la rue, et vous dites, monsieur, madame, l'euro c'est un problème pour vous aujourd'hui? Ah non, pas du tout, non. Pourquoi c'est un problème? Mais vous n'êtes pas au courant de l'Union bancaire européenne et de l'échec des mesures Target 2? Le Target 2, qu'est-ce que c'est? L'Union bancaire européenne, c'est quoi? Vous n'êtes pas au courant? Ah non, non. Mais attendez, c'est pas plutôt vous qui êtes un danger en voulant sortir de l'euro? Alors, c'est pas vrai. Ceci n'est pas vrai. Genre, je suis bien passé pour vous démontrer, et je peux vous le faire tout à l'heure si vous le voulez, que l'euro est un vrai danger pour notre économie, à tout point de vue, que c'est une véritable épée de Damoclès qui pèse sur notre compétitivité, qui pèse sur notre désindustrialisation, depuis qu'il a été mis en place. Sauf qu'aujourd'hui, cette épée de Damoclès est beaucoup trop haute pour le citoyen, et sauf à déployer des trésors analytiques d'explication et de pédagogie monétaire pour amener la demande politique sur ce sujet, vous allez vous casser les dents. Et en fait, si vous ne le faites pas, vous risquez de passer pour un amateur. Parce que, encore une fois, c'est quand même une question... Déjà, l'économie, c'est compliqué, mais à l'intérieur même de l'économie, la spécialité monétaire est encore plus compliquée. Donc si vous envoyez des cadres, des militants, même des cadres de haut vol, des historiens, des juristes, mais qui ne... Je ne peux pas leur reprocher, je veux dire, c'est comme si moi je parlais du droit, qui ne parlent pas, qui ne savent pas parler d'économie, non seulement ils vont décrédibiliser notre projet sur ce point-là, mais l'amateurisme qui va jaillir du propos sur la monnaie, eh bien, va irradier l'ensemble de notre projet, nous faisons passer pour des amateurs sur tout le reste. Maintenant, on fait un autre exercice. On sort dehors dans la rue et on arrête quelqu'un d'autre. Et on dit, madame, monsieur, s'il vous plaît, la sécurité, l'immigration, c'est quelque chose qui est important pour vous? Ah ouais, tout à fait, ouais. Qu'ils soient de gauche ou de droite. Ils ne seront peut-être pas d'accord sur les solutions que vous proposerez, mais personne ne pourra vous dire que la problématique sécuritaire et que la politique migratoire n'est pas un sujet en France. Donc à partir du moment où nous avons pris le pouls de la demande politique de la France et des Français sur ces problématiques-là, il faut évidemment faire une hiérarchisation des priorités pour calibrer notre offre politique, pour calibrer notre projet politique et le mettre en phase par rapport à ce qui est prioritaire pour que le prix, c'est-à-dire le vote, nous soit favorable. Vous savez, dans notre mouvement politique, depuis qu'il a été créé, il y a deux murs porteurs. C'est l'identité et la souveraineté. Et quand je dis murs porteurs, c'est que c'est des murs qu'on ne peut pas détruire. Donc, un certain nombre de personnes, notamment les sécessionnistes, qui prétendent que nous avons fait un revirement sur la question de la souveraineté, ça n'est pas vrai. Aucun patriote sincère ne peut s'asseoir sur la souveraineté, c'est-à-dire sur l'indépendance nationale de son pays. C'est pas possible. Mais encore une fois, il n'est de politique que de circonstances. On ne peut pas faire de la politique comme ça, comme la terre sans être soutenue se tient en l'air, disait Flaubert. Il faut faire de la politique à partir des réalités du terrain. Or, aujourd'hui, quelles sont les vulnérabilités, les menaces et les risques auxquels sont soumis la France? La première menace, c'est une menace vitale. C'est la menace de disparaître
purement et simplement en tant que peuple. C'est la submersion migratoire qui multiplie les insécurités. Ce n'est pas simplement l'insécurité liée aux attentats, c'est l'insécurité sociale, l'insécurité scolaire, l'insécurité économique, l'insécurité sanitaire. À l'insécurité auquel s'ajoute une compromission de nos élites qui, sans cesse, face aux revendications communautaires, ne font qu'adapter le droit de l'État pour les faire passer pour une application de l'État de droit. Et donc, nous sommes là face à un risque, face à un défi vital. Alors que la souveraineté, et singulièrement la souveraineté monétaire, eh bien c'est un risque fondamental, mais ça n'est pas un risque vital. Le risque identitaire concerne l'être, le verbe être, l'auxiliaire être. Alors que la souveraineté monétaire concerne l'auxiliaire avoir, le matériel. Donc si dire qu'on fait passer un défi avant l'autre ne signifie pas que nous renonçons à l'autre. Signifie simplement que nous hiérarchisons nos priorités par rapport aux dangers auxquels sont confrontée la France aujourd'hui. D'accord? Donc, il est évident que notre stratégie à l'avenir doit prendre en compte ce risque majeur. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais effectivement, les Français, leur première préoccupation, c'est le chômage. Mais bien sûr, c'est le chômage, mais tout est lié. Tout est lié. Aujourd'hui, notre État-providence coûte cher. Et pourquoi les Français, depuis une vingtaine d'années, votent pour nous? Quel est le cœur de notre réacteur politique? J'ai parlé de tout à l'heure de ces deux murs porteurs que sont la souveraineté et l'identité. Deux murs porteurs qui ne sont pas, attention, les deux seuls concepts. Il ne faut pas les confondre avec les concepts présents dans notre projet. Ces deux murs porteurs qui vont irradier l'ensemble des thématiques de notre projet. C'est-à-dire que quand vous prenez les 144 propositions et vous mettez dans votre esprit ces deux boussoles que sont l'identité et la souveraineté, vous allez voir une cohérence de l'ensemble des thématiques qui sont irradiées chacune par l'un de ces deux concepts. Aujourd'hui, les Français, et notamment les couches populaires, et je vais peut-être vous surprendre, ne viennent pas chez nous pour notre programme social. Ou en tout cas pas seulement. Pourquoi? Parce que sur le programme social, nous ne sommes pas les seuls sur la fréquence. Ils peuvent tout aussi bien, s'ils cherchent vraiment le social et que le social, ils peuvent tout aussi bien aller chez Mélenchon, ou chez la gauche, ou d'autres partis d'extrême gauche. Ils viennent chez nous pour la concomitance entre notre programme social et la préférence nationale. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on réserve les bénéfices de notre État-providence aux seuls citoyens français. Ils veulent que la solidarité, qui est réputée depuis toujours être une solidarité nationale, reste nationale. Or, depuis une trentaine d'années, notre solidarité est mondiale, en étant en France. Nos impôts, les impôts de nos concitoyens, ne vont plus uniquement à nos concitoyens. Ils sont aussi distribués à l'ensemble des étrangers, qu'ils soient déjà sur notre sol ou ceux qui continuent à arriver. Donc en réalité, notre État-providence devient une faillite, parce qu'en réalité, notre État-providence finance la terre entière. Or, je vais vous donner une anecdote. C'était pendant l'élection présidentielle. J'avais un journaliste devant moi qui a dit, mais Monsieur Messia, quand même, vous qui êtes d'origine étrangère, ça vous... La préférence nationale, quand même, c'est quand même quelque chose d'inique. C'est quelque chose qui est quand même assez révoltant. Alors je dis, bah oui, vous avez parfaitement raison. Enfin, à la réflexion, maintenant que vous me le dites, c'est quelque chose, effectivement, d'assez scandaleux.
le mec il était regardé avec des yeux de merlan frit et me dit bon, je me doute bien que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je fais bah si, c'est quelque chose de parfaitement révoltant. Et vous savez pourquoi? Je lui dis mais parce que si on en est à parler de préférence nationale, ça veut dire que ça fait belle lurette que nous ne sommes plus une nation. Parce qu'en réalité, partout ailleurs dans le monde, personne ne parle de préférence nationale. Et pourquoi? Parce qu'à partir du moment où un peuple existe en tant que nation, il est entendu que votre citoyenneté vous donne des droits et des privilèges auxquels n'ont pas accès les étrangers. Si votre citoyenneté vous donne exactement les mêmes droits, les mêmes privilèges auxquels qui sont accordés aux étrangers, c'est que vous n'êtes plus une nation. La nation, une véritable nation, comprend en son sein la notion de préférence nationale. Et en réalité, comme nous avons acté que nous ne sommes plus une nation grâce à nos chères élites qui ont bradé la France depuis 40 ans, nous sommes obligés de commencer à nous reconstituer en tant que nation par le petit bout de la lorgnette qu'est la préférence nationale. Et donc, évidemment, vu comme ça, c'est un vrai scandale. Non pas un scandale de réintroduire la préférence nationale. Le scandale est celui d'une politique qui a consisté à brader et à liquider la nation française au point qu'il nous faille aujourd'hui parler d'une préférence pour des citoyens. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est la citoyenneté? La Révolution. La citoyenneté, La Révolution française. la citoyenneté, c'est un contenu et un contenant. D'ailleurs, c'est quoi le symbole de la citoyenneté? C'est une carte d'identité. Les mots ont un sens. Donc le mot carte, c'est votre papier, c'est ça qui fait le français de papier, et auquel on accole la carte d'identité, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette citoyenneté, à l'intérieur de votre papier, il y a votre identité. C'est pour ça qu'on parle de carte d'identité. D'accord? Or, toute l'entreprise des élites qui sont arrivées dans les jupons de Mitterrand à partir de 81 a consisté à disloquer le mot carte du mot identité. Tant et si bien qu'aujourd'hui, on a beaucoup de Français de papier et globalement, on a un malaise identitaire qui s'exprime, contrairement à ce qu'on croit, pas uniquement chez les Français récents ou les Français d'origine étrangère, il s'exprime chez les Français de toujours. Parce que vous savez, les problèmes que nous avons eus, c'est un problème de nombre, c'est-à-dire de submersion migratoire, qu'on ne peut pas assimiler, mais ça c'est l'aspect facile de l'explication. La réalité qu'on refuse de voir les élites, c'est que si vous faites venir des gens, mais qu'en même temps, vous liquidez ce que vous êtes, comment vous voulez que ces gens-là vous ressemblent? On ne peut pas s'assimiler à rien. Si vous n'avez pas de référentiel, si on n'apprend pas ce qu'est la France, si on écrète nos symboles partout, et qu'on crée une frustration et une honte de la France, eh bien comment voulez-vous que les gens s'intègrent, ou s'assimilent, ou se reconnaissent? Est-ce que vous vous rendez compte que 20% de ceux qu'ils engagent pour aller combattre avec Daesh en Syrie, il y en a 20% qui sont des Français de souche? Et est-ce que vous savez que 20% des jeunes qui s'engagent dans nos armées sont des Français musulmans? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre société n'est plus capable de produire du sens patriotique. Donc, il y a une perdition identitaire. Parce que nous avons organisé, en tout cas nos élites ont organisé, une terre brûlée identitaire sur laquelle plus rien ne pousse. Ni les fruits nationaux, ni les fruits importés. C'est devenu un désert identitaire. C'est un peu comme, prendre un exemple, je prends toujours cet exemple-là, mais bon, c'est peut-être parce que je suis né pas très loin d'Alexandrie, et le phare. Au Caire. Le phare
Un phare, c'est fait pour quoi? Il est fait pour éclairer et pour orienter les bateaux vers la côte. Si le phare est éteint, est-ce qu'on peut reprocher aux bateaux de ne pas pouvoir venir sur les côtes? Non. Eh bien moi je vais vous dire quelque chose ce soir. Notre emblème pendant tant d'années, c'est la flamme tricolore. Eh bien nous entendons remettre cette flamme tricolore au cœur du phare français pour qu'il se mette à briller, pour que l'ensemble des bateaux, quels qu'ils soient, reviennent sur notre port et que nous refassions nation à nouveau. Alors on me dit, oui, mais l'autre élément de langage, il est un peu plus circonstancié, c'est la séquence électorale et notamment la performance de Marine. Alors Gauthier a rappelé tout à l'heure, et Léonore également, 11 millions de voix, enfin bon, on a quand même quelques éléments solides permettant de contrecarrer le discours. Mais si on en revient au débat, je voulais vous dire deux choses. Moi, je vous conseille de regarder aujourd'hui le débat à tête reposée. Alors, vous y verrez évidemment des erreurs de forme qui sont regrettables. Mais quand même, sur le fond, ça n'a pas été si nul que ça. Et un grand nombre de choses qu'elle avait dites pendant ce débat, aujourd'hui, sont avérées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je parle ce soir aux footeux, je suis sûr qu'il y en a. Quand vous avez une équipe de France qui arrive en finale, contre une équipe très forte, et qu'il y a les prolongations, et qu'ensuite il y a les tirs au but, et qu'on va jusqu'au tir au but, et que l'un des joueurs les plus prometteurs s'approche du point de pénalty, la pression est maximale, tout le stade retient son souffle, les téléspectateurs retiennent son souffle, et ils tapent sur la barre. Et c'est l'autre équipe qui gagne. On va se coucher. On est triste. Parce qu'on s'est dit, bon sang, que de préparation et que d'espoir et que de drapeaux ont flotté pour que nous puissions la ramener à domicile, cette coupe. Mais ça, c'est pas fait. Est-ce que pour autant, vous allez jeter toute l'équipe à la poubelle ? Est-ce que pour autant, pour la prochaine compétition, vous n'allez pas placer vos espoirs en cette équipe qui vous a fait tant rêver ? Est-ce que pour autant, une telle équipe n'est plus capable, plus jamais, de gagner ou de remporter un match ou de rapporter une coupe à domicile? Non. Ça, c'est ce que veulent nous faire croire nos adversaires. Parce que nos adversaires, ils se comportent exactement comme l'équipe adverse, quelle que soit d'ailleurs la discipline. Qui dit, bah, on a gagné, ils sont nuls, de toute façon, ils ne pourront jamais nous vaincre. Et lorsqu'on parle de revanche, vous rigolez, vous avez vu au match comment vous étiez? Quelle revanche? Mais pourquoi on va les croire? On va travailler, on va se préparer, et on va revenir dans la compétition, et je peux vous dire qu'on va gagner. En 2022. Et je veux pas entendre de messages de désespérance, ou de désespoir, ou de baisser les bras. Vous savez, alors oui, c'est vrai, nous sommes pour l'instant minoritaires, mais je parle sous ton contrôle, Gauthier, puisque Gauthier est un historien. L'idée que nous nous faisons de la France, en réalité, ça n'a jamais été une idée majoritaire. C'est toujours une minorité qui a porté haut l'étendard de la France. Une minorité parfois réduite à une seule personne, Jeanne d'Arc, qui n'a pas voulu laisser le drapeau par terre, qui a pris l'étendard et seule sur son cheval a entraîné la France entière à sa suite pour briser le siège de La Rochelle. Et nous, qui sommes dans d'autres circonstances, on va dire, ah ben non, on baisse les bras et on laisse nos drapeaux national par terre. Mais on n'a pas le droit de faire ça. Parce que nous sommes cette minorité qui portons la France au cœur. 20 siècles sont là pour attester
qu'on a toujours raison de garder la foi en la France. Donc, je veux que vous vous nourrissiez de cet espoir et surtout de cette idée que nous sommes les seuls récipiendaires de l'idée française. Vous savez, la France, je prends aussi également souvent cette image, la France c'est comme une lettre. Dans la lettre, il y a une enveloppe et il y a la lettre elle-même qui est à l'intérieur de l'enveloppe. Cette lettre française a été postée il y a 2000 ans. Et elle est passée de main en main, de génération en génération. Chaque génération ouvre ce courrier, sort la lettre, rajoute à l'histoire de la lettre ses propres lignes, remet la lettre dans son enveloppe et la repasse à la génération suivante. Il en a été ainsi pendant des siècles et des siècles. Nous avons depuis les années 80 une génération qui a été récipiendaire de ce courrier, qu'il a eu entre les mains, soigneusement passé par la génération précédente. Mais ils ont décidé de le déchirer. Ils ont décidé de le faire disparaître. Eh bien, nous sommes là pour aller récupérer cette lettre, la restaurer, la sortir de son enveloppe, rajouter encore des pages glorieuses à notre histoire nationale, parce que je veux pouvoir dire un jour à mes enfants, voilà la lettre transmise par tes ancêtres, sur laquelle il t'appartient désormais d'écrire tes propres lignes. Merci beaucoup. Merci Jean. Eh bien, maintenant nous allons faire procéder comme d'habitude, questions-réponses. Si des personnes ont envie de poser des questions à Jean ou à n'importe quel d'entre nous. Vous pouvez également me poser des questions techniques, hein, sur, par exemple, comment on fait, si l'euro n'est plus au cœur de notre truc, comment on fait pour garder une cohérence de programme, etc. C'est une question qui me posait très souvent, ça. Et justement, c'était exactement la question que je voulais vous poser. Comment voyez-vous la suite sans l'euro? Est-ce que vous voyez la suite? Alors, quelle est votre vision de la suite sans l'euro, si on sortait de l'euro? Déjà, moi, l'euro, je pense que c'est une entreprise qui est finie. Dans le sens où il y a deux types d'unions monétaires, en fait. Il y a les unions monétaires comme les États-Unis, le Canada, etc., qui se font après une union politique. On unifie d'abord politiquement le pays et ensuite on fait circuler une monnaie. Et ça, c'est les seules unions monétaires qui marchent. Ou alors, on met la charrue avant les bœufs. On dit on ne s'unifie pas politiquement, on reste des pays indépendants, mais on crée une union monétaire ad hoc. Qui nous soumet à l'autorité européenne. Qui n'est pas soumise à une autorité politique, en tout cas. Donc, qui nous soumet à des lois européennes. Exactement. Mais encore une fois, je vais vous dire quelque chose. Il ne faut pas non plus, et ça, j'ai des joutes oratoires absolument délicieuses sur Twitter avec les autoproclamés patriotes, qui sans arrêt me rentrent dans l'art sur cette question. Et en réalité, on découvre que ces gens-là, ils sont tétanisés par l'Union européenne. C'est-à-dire ces gens-là font pipi dans leur culotte à l'idée qu'ils ne peuvent pas dire non à l'Europe. Mais attendez, je veux dire, si le peuple français souverain nous donne mandat de diriger la France, et si l'Union européenne, comme le disent d'ailleurs les européistes, ils nous disent l'Union européenne c'est démocratique, c'est en fait quand vous dites que c'est pas démocratique, c'est votre délire, etc. Puisqu'il y a le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est les chefs d'État et de gouvernement. Ces chefs d'État et de gouvernement sont élus dans leurs pays respectifs, donc c'est démocratique. Fort bien, j'achète. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où le peuple souverain français met au Conseil européen un pouvoir patriotique qui est pour une autre Europe, à ce moment-là, l'Union européenne, si elle est vraiment démocratique, devra s'incliner devant ce choix. Et si elle ne s'incline pas,
c'est qu'elle n'est pas aussi démocratique. Mais c'est même pas la question, on s'en fout à la limite. Si elle ne s'incline pas, moi demain j'arrive au pouvoir, je veux rétablir mes frontières migratoires et mes frontières commerciales, et je le fais. Que va faire l'Union Européenne? Elle va dire, ah c'est pas bien ce que vous faites, ouais mais je le fais quand même. Ah ben dans ce cas-là je vous mets des sanctions financières, je ne les paye pas, tu fais quoi? L'Union Européenne, combien de divisions? Genre, il ne faut pas se créer des peurs. Alors, l'autre argument consiste à dire, ah oui, mais si tu ne payes pas, faut te rappeler que l'Union Européenne tient l'euro. Donc, elle te tient par les bourses. C'est le cas de le dire. Donc, si jamais tu n'obtempères pas aux desiderata de l'Union Européenne, et si jamais tu veux aller au bras de fer contre l'Union Européenne et la Banque Centrale Européenne vont se mettre autour d'une table et vont décider clac, de fermer les robinets, et vous aurez plus, comme ça s'est passé d'ailleurs en Grèce, pour ne plus avoir d'argent et provoquer la panique. Alors, là c'est pareil, ça c'est un argument des autoproclamés patriotes, mais je leur dis, mais attendez, vous êtes ceux qui sont censés avoir une idée grandiose de la France, et vous êtes en train de dire que si vous êtes responsable de la France, vous allez flipper comme des petites filles devant la Banque Centrale Européenne, et en plus vous avez une idée de la France qui est moindre que celle de la Grèce. Mes chers amis, la France c'est le deuxième pays le plus important d'Europe. Nous avons le deuxième plus gros PIB d'Europe. Nous sommes le deuxième plus gros contributeur au fonctionnement de l'Union Européenne. Nous virons chaque année à l'Union Européenne 20 milliards d'euros. Ils veulent nous emmerder en nous coupant les bourses, on ne paye pas les 20 milliards. Et si on ne paye pas les 20 milliards, ça bloque totalement le fonctionnement de l'Union Européenne. Ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est ce que d'ailleurs a admirablement fait De Gaulle, qui était une tête de bourrique. Qu'est-ce qu'il faisait? On l'emmerdait sur des décisions qu'on voulait prendre à l'unanimité, pas de problème, chaise vide. Je ne participe plus à rien, je bloque totalement le fonctionnement de l'Union Européenne. Je ne participe plus à aucun vote. Et je ne paye plus aucun centime à l'Union Européenne. Et ils veulent jouer au con? Bah ok, on va jouer au con. Et enfin je veux dire, imagine-t-on, c'est les deux piliers, la France et l'Allemagne, c'est autour de la France et l'Allemagne que toute l'Union Européenne est née. Si l'Union Européenne tient sur deux colonnes, et que l'une des colonnes décide de dire, ben, on disparaît, c'est tout l'édifice qui va se péter la figure. Et c'est pas la Grèce c'est 2% du PIB européen. La Grèce est un pays récipiendaire net de l'Union Européenne. C'est grâce au pognon de l'Union Européenne qu'ils ont construit des routes qui se sont développées, etc. Donc c'est normal qu'ils ont là, je dirais, un moyen de pression sur ce pays, ce qui n'est pas nous. Allez-y. D'autres questions? Et la France représente combien du PIB européen? La France doit représenter, je ne sais pas, un cinquième ou un truc comme ça, non? Je crois que c'est 23. C'est ça. Entre un cinquième et un quart. Donc c'est pas rien. Juste en dessous. Et puis, je vais vous dire quelque chose, pardon monsieur. Non, Je vais vous dire quelque chose. Quand bien même nous voudrions sortir de l'euro, qu'il ne faudrait absolument pas l'annoncer avant. Et là c'est pareil, je vous invite vraiment à aller voir dans mon fil question, enfin dans le fil tweet et réponse, tous les arguments que j'ai donnés aux patriotes, autoproclamés patriotes, là-dessus. Ils se prétendent gaullistes, mais est-ce que quelqu'un se rappelle que le général de Gaulle en 1956 ou 1957 a dit qu'il voulait sortir de l'OTAN ou qu'il voulait sortir de l'Algérie? Jamais de la vie. Si, moi je m'en souviens. Il n'a pas dit qu'il allait sortir, il a dit je vous ai compris. Ce qui voulait peut-être dire qu'il allait y rester. Ça reste dans le flou. Parlons pas de l'Algérie, Oui. l'OTAN. Pardon. L'OTAN, attendez, Il a dit oui. en 57, à la fin des années 50, l'OTAN, c'était un truc énorme. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte de destruction mutuelle assurée, qu'on a les deux blocs qui se font face, que chacune des grandes puissances est très jalouse de conserver dans son cercle d'influence
les pays. Je veux dire, il en a fallu une sacrée paire à De Gaulle après pour dire bon ben moi je me barre de l'OTAN en pleine guerre froide juste après la crise des missiles de Cuba. C'était une autre paire de manches que de sortir d'une union monétaire. Mais malgré ça, en 1957, De Gaulle n'a jamais dit qu'il allait sortir de l'OTAN alors qu'il savait très bien qu'il allait le faire. Hein. Est-ce que pour autant ça l'a empêché de restructurer et de reconstruire l'armée française, de mener le programme nucléaire, de mener l'indépendance stratégique française? Que nenni! Et il est probable que si, avant d'arriver au pouvoir, il avait annoncé ses intentions, les Américains auraient déployé l'ensemble de leurs canons d'influence pour faire en sorte qu'un De Gaulle qui, du coup, affichait une menace avant même d'arriver au pouvoir, dise « on l'écarte ». On s'est moqué de Marine, et beaucoup de gens se sont moqués de Marine quand elle a dit, la première fois sur RTL, c'était pas sur RTL, pardon, c'était sur France 2, quand on lui a dit, mais alors l'euro on fait quoi? On sort, on reste? Elle a dit, on verra. Et vous avez un certain nombre de décérébrés qui se sont tapés le cul par terre en disant, ah, c'est pas ce qu'elle veut, etc. Mais ceux qui ont fait ça, ce sont eux les décérébrés. Les spécialistes d'économie monétaire, ou en tout cas ceux qui connaissent un peu l'économie monétaire, savent qu'une décision de politique monétaire doit être prise sous le sceau d'un secret qui est supérieur à une décision de politique de défense. Le conseil de politique monétaire de n'importe quelle banque centrale se fait dans le secret absolu. Et parfois, les marchés réagissent à de simples rumeurs. Ils ont vu une moue du gouverneur de la banque centrale, une moue sur son visage au moment où il rentre dans le conseil. Il dit, ah, ça veut dire qu'il va prendre une décision. Alors s'il va prendre une décision dans son sens, on va commencer à boursicoter dans ce sens-là. Et évidemment, tout ça s'avère faux. Mais ça fait partie... Imaginez, si on annonce une décision, donc on ne peut pas de toute façon annoncer que nous allons sortir de la zone euro, parce que si on fait ça, et ça avait déjà, pour ceux qui ont suivi de manière précise le cycle de l'élection présidentielle, il y a eu pas mal d'articles lorsque Marine est arrivée au deuxième tour de l'élection présidentielle, le risque financier Marine Le Pen. Et on a commencé à dire, les marchés s'excitent, etc. Alors, c'était probablement pas vrai, mais pour une raison simple, c'est que Marine n'était pas arrivée au premier tour. Hein. Si Marine était arrivée à 27-28%, comme nous laissaient entendre les sondages, et que Macron était arrivé à 23% et que Marine s'était retrouvée en tête, là je peux vous dire que les bourses auraient réagi. Parce qu'on est dans ce paradoxe. Vous avez une volonté de quitter la zone euro. Vous l'annoncez. Donc les marchés se disent, ok, donc on va suivre ce candidat-là de très près parce que lui va provoquer un séisme. Et donc nous, comme on a des trucs libellés en euros, etc., il faut qu'on fasse hyper gaffe de savoir politiquement s'il a des chances de l'emporter ou pas. Si Marine Le Pen arrive au bord du pouvoir, là les marchés financiers disent, bon bah, là cette fois-ci, c'est the big one. Cette fois-ci c'est la bonne, elle va l'avoir. Donc, fuite des capitaux massive, spéculation massive, et évidemment, comme Marine n'est pas encore au pouvoir, elle n'est pas capable de prendre les mesures de sauvegarde qui existent, mais qui ne sont pas à sa main. Et donc on se retrouve dans ce paradoxe, où vous annoncez une décision qui provoque le bordel, mais sans avoir les outils en main, parce que vous n'êtes pas encore au pouvoir, susceptibles de le calmer. Et donc ce bordel sera exploité par nos adversaires en disant, voyez, ils sont déjà même pas encore au pouvoir, que c'est déjà le bazar partout. Donc c'est très 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 important, on peut pas la politique, et c'est ce que je dis aux autoproclamés patriotes qui l'ont très mal pris, la politique ce ne sont pas des caprices de Castafiore. Il faut être sérieux quand on fait de la politique. La politique, c'est une stratégie. Alors, ils disent, ah ouais, mais alors vous rentrez dans l'électoralisme. Ben non, c'est pas de l'électoralisme, c'est tout simplement qu'on veut le pouvoir. Et si on veut conquérir le pouvoir dans de bonnes conditions, eh bien, il ne faut pas tout dire. Ça ne veut pas dire qu'on renonce au principe. Ça veut dire qu'il y a un mode opératoire qui doit changer. Et c'est aussi à la population, justement, de savoir et de connaître les opinions de Marine. Quand on connaît ses opinions, on sait qu'elle ne peut pas tout dire également. Il faut se mettre à sa place également. Exactement, mais c'est très bien. Moi, je lui ai conseillé parce que, encore une fois, et ça, il faut le prendre comme élément de langage pour l'ensemble des gens que vous rencontrez. Sur la question de l'euro, nous n'avons changé que le mode opératoire.
nous n'avons pas renoncé au principe. Le mode opératoire, c'est que quelque chose dans laquelle on est depuis 20 ans, on ne peut pas en sortir du jour au lendemain, quand bien même nous le voudrions. Alors je vais prendre peut-être un mauvais exemple, mais n'y voyez rien de sentimental, je me base juste sur le plan matériel. Quand on divorce, les couples qui perdent le moins matériellement sont les couples qui sont capables de s'asseoir autour d'une table et de faire un partage en disant voilà, etc., pour pas qu'on dépense notre pognon en avocat. Donc, plus on fait les choses sur un coup de tête, et avec l'euro, c'est exactement la même chose. Si vous faites ça sur un coup de tête juste parce que vous portez l'étendard, ben vous allez beaucoup perdre. Vous allez avoir une fuite des capitaux, vous allez avoir une dévalorisation de votre monnaie, et vous n'aurez aucun instrument en main permettant de combattre ça. Donc vous aurez tout perdu. Et peut-être même qu'en faisant ça, le bordel sera tel que les Français vont vous dire « Ah là là là, ni maintenant, ni dans 5 ans, ni dans 10 ans. Vu le bordel que c'est maintenant, on ne veut plus sortir de l'euro. Plus jamais, on y reste. » Et voilà comment, par une stratégie inadaptée, vous avez ruiné les espoirs d'atteindre un jour l'objectif. Et j'ajoute que, pourquoi l'objectif... Alors vous allez me dire, mais pourquoi quand même cet objectif doit être maintenu? Bon, je ne vais pas rentrer dans la problématique économique, hein, sur le fait d'avoir sa propre monnaie, sa propre politique économique, etc. Pourquoi l'euro va de toute façon s'effondrer? Pour une raison simple. C'est que nous avons, en Europe, autrefois, lorsqu'il y avait beaucoup de monnaies, chaque nation avait sa monnaie, lorsque nous avions un pays qui avait des excédents commerciaux très forts par rapport à un autre pays partenaire qui, du coup, a quoi? Des déficits importants. Les variations de la monnaie, on avait le pays qui avait des excédents commerciaux très forts, L'Allemagne. voyait sa monnaie s'apprécier, l'Allemagne. Et la France, ou les pays du Sud globalement, lorsque les déficits étaient très importants, eh bien la monnaie de ces pays se dépréciait. Quand la monnaie d'un pays devient forte, ses produits sont moins compétitifs à l'étranger. Alors que un pays dont la monnaie est faible voit au contraire sa compétitivité s'accroître. Et c'est comme ça que progressivement, par le jeu des dévaluations, réévaluations entre les monnaies, les déséquilibres, c'est-à-dire les excédents des uns et les déficits des autres, les déséquilibres finissaient par disparaître. Or aujourd'hui, on n'a plus ces stabilisateurs, puisque les monnaies nationales ont disparu. Nous n'avons plus que l'euro. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, on a les pays excédentaires qui continuent d'accumuler des excédents, et les pays déficitaires qui continuent à accumuler des déficits, sans que nous n'ayons à notre disposition le moindre outil pour sortir de ce cycle infernal. Alors que propose Macron? Qu'a proposé Macron dans son fameux discours sur l'Europe prononcé à la Sorbonne de ce point de vue-là? Il a dit, certes, nous n'avons plus de stabilisateur monétaire nous permettant de réduire les déséquilibres entre les pays européens. Mais nous pouvons instaurer un stabilisateur budgétaire, c'est-à-dire mettre en place un budget européen pour que les pays excédentaires, par le jeu de l'impôt, contribuent beaucoup plus à ce budget fédéral, pendant que les pays déficitaires, par le biais des transferts en termes d'assurance chômage, d'aide aux entreprises, etc., eh bien, puissent avoir une aide budgétaire leur permettant de sortir du déficit. Mais ça marche. Techniquement, oui, c'est très raisonnable et très rationnel. Toutes les fédérations fonctionnent comme ça. Lorsqu'il y a eu les problèmes économiques au Massachusetts, aux États-Unis, le budget fédéral qui ponctionnait la Californie très riche permettait au Massachusetts de bénéficier d'aides fédérales lui permettant de se tenir à flot. Mais pourquoi c'est pas possible en Europe, ça? Parce que tout simplement, est-ce qu'on peut demander aux Allemands s'ils sont favorables au partage de leur richesse? Est-ce que vous voyez les Allemands dire « Ouais, à bien y regarder, finalement on est un peu trop riches. Donc on va vous filer de l'argent comme ça pour que vous puissiez vous en sortir. »
Et exactement. Et en fait, on découvre que depuis 30 ou 40 ans, pendant que la France construit l'Europe, l'Allemagne construit l'Allemagne. Et on découvre également par la même occasion qu'il n'y a pas de nation européenne. Ah oui, Parce que la notion d'impôt, le consentement à l'impôt et la solidarité budgétaire n'existent qu'à l'intérieur d'une nation. Si votre voisin français est dans la merde, vous êtes quand même, par le biais des impôts, c'est un peu normal, parce qu'on fait partie du même pays, que lorsque vous avez une catastrophe naturelle à Vaison-la-Romaine, qu'il y ait une mobilisation du reste de la France pour aller aider Vaison-la-Romaine. Mais si vous avez une catastrophe naturelle en Estonie, bien sûr, en tant qu'être humain, vous allez dire « Ah, les malheureux, les pauvres, etc. » Mais c'est pas une honte de dire qu'on a quand même une propension un peu moindre à aller aider un Estonien qu'à aller aider un Alsacien ou un Breton ou un Auvergnat. Monsieur, je vous coupe. La moitié de ma famille habite en Allemagne. Donc, à part l'euro, vous voulez revenir au franc? Oui, c'est le but quand même. Mais c'est la catastrophe. Bah, c'est la catastrophe pour l'Allemagne, oui. Parce Bah, qu'elle perdra une monnaie de c'est guerre la- qui... C'est la catastrophe en Europe, voilà. Attention, ce qui est la catastrophe en Europe, c'est la façon dont vous revenez. Parce que alors là, je vous demande toute votre attention. Parce qu'en réalité, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. Il ne faut pas croire qu'une monnaie nationale, c'est simplement une affaire technique qu'il appartiendrait à des technocrates de trancher. C'est quoi la souveraineté? La souveraineté, c'est notre liberté collective. La souveraineté, c'est la démocratie. C'est-à-dire quoi? La première élection présidentielle de la Ve République, le débat présidentiel de 65, les partis nous parlaient de tout. C'était un débat présidentiel hyper intéressant. On avait les partis qui discutaient de politique monétaire. Pour faire simple et schématique, on savait que grosso modo, les partis de la gauche disaient « nous sommes pour un franc faible ». Et les partis de la droite disaient plutôt qu'ils étaient pour une monnaie forte. On avait un débat budgétaire. Les partis de la droite, grosso modo, disaient « nous sommes pour une politique budgétaire restrictive qui remplisse les caisses de l'État », alors que les partis de gauche, pour faire encore schématique, étaient plutôt pour une politique de relance, donc une politique de dépenses publiques. Et donc votre bulletin de vote, lorsque vous le posiez dans l'urne, il y avait marqué « moi, citoyen français, je décide de telle politique monétaire. Je décide de telle politique budgétaire. Je décide de telle politique commerciale. Je décide de telle politique de défense. De telle politique industrielle. » Et en fait, en 50 ans, ce bulletin de vote a été comme effeuillé. C'est-à-dire qu'on a retiré de votre bulletin de vote, l'instrument d'expression de votre liberté collective, on a retiré un à un des thèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, un citoyen français a son avis à dire, a son mot à dire sur la politique monétaire? Non. La politique monétaire est conduite par une instance non élue de hauts fonctionnaires titulaires de passeports diplomatiques qui n'ont de compte à rendre à personne et surtout pas au peuple. Est-ce qu'aujourd'hui la politique budgétaire est dans l'escarcelle de votre choix de citoyen? Oui. Pas plus. Au moment du vote. Pas plus. La Au politique moment du budgétaire est enchâssée dans les critères de convergence. Au moment du vote. Oui, 3 fois. Elle est enchâssée dans les critères de convergence de Maastricht qui vous disent que vous ne devez pas dépasser certaines dépenses, etc. Est-ce que votre politique commerciale, vous, Français, vous pouvez décider de qui vous ouvrez vos frontières commerciales, avec qui vous voulez faire un commerce libre-échangiste ou pas? Pas du tout. C'est la Commission européenne qui décide en votre nom. Et donc, en réalité, en 50 ans, nous qui étions une puissance majeure, au sens propre du terme, c'est-à-dire de la majorité légale, en prenant notre destin en main, on nous a fait tomber dans une sorte de minorité légale. La France est devenue un pays mineur. Non. Nous nous sommes dotés de papa et maman, nous sommes revenus chez papa et maman, avec
Maman Commission de Bruxelles, maman Banque Centrale Européenne qui nous donne notre argent de poche, maman Bruxelles qui nous dit comment il faut le dépenser, et qui vous tape sur les doigts, surtout si vous dépassez les plafonds qu'elle vous a fixés, ça s'appelle les sanctions financières, donc le martinet. Papa OTAN, qui lui vous dit qui sont vos ennemis et contre qui il faut se battre. Et donc, nous, notre ambition, c'est de refaire de la France un pays majeur, de l'arracher à toutes ses tutelles. La France qui a été le pays qui a inventé la monnaie, est-ce que c'est acceptable que nous soyons aujourd'hui aux mains de technocrates qui viennent à nous apprendre à nous, qui avions une monnaie depuis 900 ans, qui viennent nous apprendre aujourd'hui ce qu'est la monnaie et comment il faut s'en servir? Mais quel citoyen qui a une conscience de sa citoyenneté, qui a conscience de sa francité, peut accepter un tel affront? Nous voulons réintégrer l'ensemble, parce que tout ça, ce sont des outils qui sont votre propriété. L'outil monétaire, l'outil budgétaire, l'outil commercial, l'outil de politique étrangère, l'outil de défense, c'est la propriété des Français. Et c'est une propriété qui est inaliénable et qui nous a structurés en tant que nation, parce qu'il n'est de nation que libre. Donc si vous enlevez les outils, vous enlevez aussi la liberté. Et donc, je termine en vous disant que qu'est-ce que c'est la France? Eh bien, chacun d'entre nous, patriotes, chacun des Français qui aiment la France, a un bout de France en lui-même. Parfois, c'est un bout de France qui est éclairé, allumé, et parfois, c'est un bout de France qui est un peu enterré, enseveli, parce qu'on n'a rien fait. Eh bien, notre France à nous, notre bout de France que nous détenons, elle va irradier tous les bouts de France qu'il y a autour de nous, pour que chacun se sente à nouveau français. Et quand on se sentira français, on ne pourra pas accepter que la France reste dans une prison. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un dans une prison. Lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, on l'aime libre.